ثم الآن سأعطي الكلمة إلى الدكتور حسن العنابي النابلي نيميرو 2 باش يكلمنا على الوطن القبلي في العهد الحديث. Parler en français, merci Madame la Présidente. Je saisis l'occasion pour vous rendre hommage, mon ancienne prof à la fac, depuis aussi collègue, mais aussi ami, et pour dire également tout le plaisir que j'ai à participer à cette rencontre. En fait, la deuxième depuis 1993, la rencontre qui a eu lieu à Nabeul, sous les auspices de la délégation culturelle de Nabeul, et qui a donné lieu à un ouvrage collectif, Le Gabon, passé et présent. Ma communication tournera autour de deux axes. D'abord, les structures socio-économiques du Gabon à l'époque moderne. Et là, je ne vais pas être très loin de mon ami, collègue Ravi, donc sur les structures surtout humaines. Et puis le deuxième point, c'est la conjoncture de l'époque moderne, en particulier à partir de la fin du XVIIIe siècle, la dégradation générale de la situation et du climat social. Mais auparavant, il faudrait évidemment définir les mots, ou au moins préciser le contenu de ce que, donc des concepts. La notion d'époque moderne, les composantes du Gabon, et un petit mot à propos des sources également, un problème qui se pose également pour l'époque moderne. Alors, au terme d'une période d'instabilité, de violence pour le pouvoir, de fragilisation de l'État, l'Ifriqiya, Hafsid s'écroule, donc donnant lieu, après l'expédition de Sinan Becha en 1574, à une province rattachée à l'Empire ottoman, désormais appelée Régence de Tunis. C'est le début d'une nouvelle période de 3 siècles, à laquelle est appliquée traditionnellement l'épithète moderne. Dénomination, à mon avis, contestable. Tant les transformations politiques, sociales, économiques, culturelles, auxquelles cette dénomination fait allusion, restent limitées et n'empêchent pas en tout cas l'établissement du protectorat français en 1981, malgré les réformes qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, la Tunisie est désormais intégrée à une sphère géostratégique, économique, culturelle nouvelle. Il ne s'agit pas pour autant d'une dissolution dans l'entité ottomane, car l'évolution qui est à la fois faite d'emprunts, de rejet, de l'adaptation et de l'ajustement va conduire conquérants et conquis à forger ensemble, à partir des spécificités de chacun, et non sans crise et accident, une nouvelle identité. Alors, vu sa position quand même stratégique entre les deux bassins de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe, on l'a dit à 140 km de la Sicile, à proximité de Tunis, on se demande dans quelle mesure la presqu'île du Gabon a subi la nouvelle donne ou au contraire en a profité. La réponse à cette question est moins aisée qu'il n'y paraît parce que notre connaissance justement de la société tunisienne à l'époque ottomane souffre encore de plusieurs lacunes qui sont dues pour l'essentiel à un déficit dans la documentation, en particulier celle relative au XVIIe et XVIIIe siècle. Et c'est là justement qu'on voit la différence entre époque moderne en Europe, époque moderne au Maghreb, en Tunisie en particulier, parce que les documents sériels et autres qui, en Europe occidentale, sont nés justement à cette période d'une nette évolution des États manquent ici. Donc toute monographie régionale doit essayer de tirer le meilleur parti d'une documentation en partie relative, tardive plutôt, parce qu'elle date de la fin ou de la deuxième moitié du XIXe, et souvent insuffisante, quoique plus ou moins abondante. On trouve des sources d'archives, mais qui sont presque exclusivement, qui concernent presque exclusivement la diplomatie, la course, l'administration centrale, la fiscalité. On trouve des chroniques locales, certainement, mais qui expriment généralement le point de vue du pouvoir et qui reflètent les représentations des milieux lettrés citadins. On trouve des récits de voyage, mais qui sont imprégnés pour la plupart de préjugés religieux et d'idées européocentristes.
Alors, partant de la documentation disponible et des rares travaux, et là je dois quand même faire hommage aussi au travail de Hafez Sittom, le regretté Hafez Sittom, un travail colossal, très important, qui dépasse le sujet fallah tunisien, qui a donné un aperçu historique très intéressant. Je vous ai également cité le travail de Taïb Nafeti, mais là ça concerne l'époque contemporaine et qui concerne en partie la période moderne. On peut dire qu'au niveau des structures économiques et sociales, le Gabon apparaît à l'époque ottomane comme le pays de l'éclectisme du paysage humain, et c'est là qu'il y a une continuité par rapport au Moyen-Âge, ainsi que de la prédominance de l'économie agricole. En ce qui concerne la conjoncture, eh bien, on relève un net glissement à partir du XVIIIe, la fin du XVIIIe, vers la fragilisation de la région à cause d'une part de la crise démographique et d'autre part de la dégradation du climat social. Mais il faut dire que cette évolution est différentielle, parce que cette région ne forme pas à l'époque un bloc monolithique, pas plus sur le plan géographique que sur le plan humain. Et donc il est nécessaire de rappeler les trois composantes, je pense qu'on n'a pas encore précisé certaines choses, les composantes traditionnelles essentielles du peuplement, mais en même temps de la géographie, Bled Zira, Dakhla, Bled Chat. Donc, le Jazir Tcharik au Moyen-Âge, Jazir Tbeshou, simplement Al-Jazira, la presqu'île est désignée à partir du XVIIe siècle par le terme Dakhla, ou Dakhla al-Ma'awin, avant de prendre la dénomination de Tan Ghibli. Bon, le pays qui regarde vers le sud ou vers la Mecque, mais c'est bon, je pense, l'orientation n'est pas très, très lointaine l'une de l'autre. En tout cas, c'est au XIXe siècle que le mot est appliqué à cette région. En fait, géographiquement, le terme Dakhla désigne la zone du centre et du nord de la presqu'île depuis Jbel Sidi Abdelrahman jusqu'à Hawaria. Il comprend donc une partie de la côte sud qui s'étire loin un peu vers, depuis Korba jusqu'à la région de Hawaria. Historiquement, c'est une zone relativement isolée du reste de la presqu'île où s'étendent des terres habous, des Zaouïas, des Maouines et Daoudines, sachant qu'il s'agit là de deux des plus grandes formations tribales de la région. Alors, arrivés du Maroc au XIVe siècle et jouissant d'un grand prestige, les Maouines, du nom du fondateur donc Mouawiya ibn Atig, habitent au XIXe siècle 26 localités avec 4500 personnes, ce qui représente environ le quart de la population de la Dakhla, et disposent d'un patrimoine foncier imposant qui est évalué en 1881 à quelques 25 000 hectares. Les Daoudines, du nom de Sidi Daoud, d'origine également marocaine, sont installés dès le XIIIe siècle, donc un peu plus tôt, et sont nettement moins nombreux, 600 à 700 personnes, toujours à la fin du XIXe, et ne disposent à la même date que de quelques 8000 hectares. Ceci dit, la Dakhla est aussi à l'époque le domaine d'autres tribus plus anciennement implantées, mais d'origine inconnue, comme Ouled Mohamed, Hajri, dans les pays de Mazdmim et de Libye, les Habcha, Ziyad, dans les pays de Korba par exemple. Alors, l'ouest de la presqu'île est appelé Bled Zira. C'est une unité géographique et humaine bien différente. C'est la plaine de Grombalia. Nous avons compris ce matin de quoi il s'agit sur le plan morphologique. Basse et de forme triangulaire, celle-ci s'ouvre donc largement sur le golfe de Tunis et comprend un certain nombre de localités, dont Mazebouzef, Ibn Khaled, Bellinian, Turki et Soliman. Cette dernière agglomération est devenue le chef-lieu de la presqu'île à partir du XIXe siècle. Quant au troisième ensemble, Bled Chat, il s'étend le long de la côte sud et de l'arrière-pays de celle-ci, donc de la côte, depuis Hamed jusqu'à Tazarka en passant par Nabil, Drashaben, Nikhiyar, Marmoura, Soma, etc. C'est là où l'habitat urbain est le plus développé, puisque en 1881, le nombre de maisons ou d'art y atteint la proportion de 79% du total du nombre des habitations de la presqu'île. Il faut dire qu'aucune de ces composantes humaines n'a, au cours de la période qui nous intéresse, un droit de regard sur l'autre, puisque, à l'instar d'autres régions du pays, le Gabon est gouverné par un caïd qui est recruté en général en dehors de la région, quoique il soit astreint donc à y habiter. Représentant le bey, il a l'autorité d'un chef administratif et d'un percepteur d'impôts et partage son pouvoir judiciaire avec
les qadis, ces diplômés de la grande mosquée, choisis aussi par le pouvoir central, qui jugent en matière de famille et de religion. Les lieutenants du Gaïd, les khalifas, ainsi que les chefs locaux, les cheikhs, sont également désignés par le prince parmi les notables des localités. Alors, l'éclectisme, et c'est ça le premier point concernant les structures socio-économiques, l'éclectisme du paysage humain représente un trait caractéristique, et je pense en continuité avec le Moyen-Âge, de cette région. Mais notre information à ce propos reste tributaire surtout des récits des voyageurs, parce que ce sont eux qui ont laissé le plus de témoignages à ce propos. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on peut confronter ces sources, les récits des voyages, avec d'autres sources, en particulier les archives de l'État bellical, notamment les registres fiscaux. Et avec d'autres sources également, comme les rapports des consuls européens ou les registres de catholicité en ce qui concerne la population chrétienne. Étant généralement le fait de captifs, les témoignages européens jusqu'au XVIIIe siècle concernent les grandes villes, où ces captifs désignaient et distinguaient surtout l'aristocratie turque du reste de la population, à savoir les morts d'une part et les minorités juives et chrétiennes d'autre part. À partir du XVIIIe siècle, les voyageurs sont plus attentifs à la diversité du peuplement et essayent de rendre compte des mouvements successifs de population, du repli de certains groupes, des mélanges et des fusions en utilisant d'autres termes, comme morts de la ville, morts de la campagne, bédouins, morts, arabes. Rapidement, l'appellation mort est appliquée, en l'occurrence par Pessonnel, Desfontaines, Jiménez et d'autres, au groupe des commerçants et plus généralement des citadins, avec une variante réservée à une élite, à savoir les morts d'Espagne. L'élément andalou devient important en Tunisie après le décret espagnol d'expulsion de 1609 et trouve en Othman Dey et Youssef Dey des protecteurs dévoués. Au Gabon, c'est surtout dans le Bled Zira, donc l'ouest, que les Andalous ont d'abord élu domicile, notamment à Soliman, où le nombre des familles atteint en 1724 le chiffre de 300, d'après Pessonnel. Mais les nouveaux venus fondent aussi des villages ou revivifient d'anciennes agglomérations comme Grombelia, Turki, Niano, Belli, etc. Si au début les Andalous forts des privilèges qui leur sont accordés dans les domaines fiscaux et judiciaires par le pouvoir central ont vécu en retrait par rapport à leur environnement social, plus de 2 siècles plus tard, ils font figure d'une population tout à fait intégrée. C'est du moins ce qui ressort du témoignage de Ferdinand Ewald, un Allemand qui a visité la presqu'île en 1835, quoique Louis Franck, un autre voyageur du milieu du XIXe, trouve que certains parmi eux utilisent encore leur parler espagnol. Alors c'est plutôt dans Bled Chat qu'on trouve l'essentiel de la communauté juive. Là, c'est Nabel qui apparaît au premier rang, et les chiffres avancés par les voyageurs restent assez proches. 500 à 700 pour Ewald, 400 à 500 une dizaine d'années plus tard pour le voyageur Benjamin II, ou Benjamin II. Ewald distingue également 3 catégories de juifs, les Touensa, les Jraba et les Noabli. La destitution de la dynastie des Karamanli en 1835 a entraîné l'immigration en Tunisie en plusieurs vagues de milliers de tripolitains. Beaucoup d'entre eux, Warfeli, Tarhouni, Zayani, Warshfani, choisissent de s'installer en plusieurs endroits du Gabon. Nabel, Kédibia, Soliman, Nikhaled, Mazebouzelf, Agrombel, Takels, etc. Au début du protectorat, le nombre des Trabelsirs dans la région de Soliman, par exemple, est évalué à quelques 450 individus. De l'ouest affluent, à la même époque, mais en petit nombre, des Ghraba. Ghraba, c'est-à-dire des Marocains ou surtout des Algériens, essentiellement de l'Est algérien et de la région du Mzab, qui fuyaient la conquête française. Il va sans dire que le Gabon est resté également ouvert au cours de toute la période moderne au flux de populations venues de plusieurs régions de la Régence. Il s'agit en l'occurrence des Gerbiens, dont les activités restent liées au commerce, notamment celui des produits de consommation. D'après Jean Gagnage, il serait au nombre de 135 en 1860. Il y a aussi des tribus, à savoir, entre autres, les Akkara de Zarzis, les Mhezba et Mférif de Sfax. Quant aux populations européennes, leur nombre est allé croissant au XIXe siècle dans l'ensemble de la Régence, surtout après 1830. Les contemporains nous donnent des chiffres divers et la comparaison avec les données fournies par les registres de catholicité de Sainte-Croix montre que d'une manière générale, les Maltais viennent en première place en 1860, viennent ensuite les Italiens au nombre de 4000, puis loin derrière les Grecs avec 250 individus.
Ça, c'est pour toute la Tunisie, pour toute la Régence. La part du Gabon dans cet ensemble est évaluée à la fin du XIXe siècle à 2500 personnes, dont plus de la moitié sont des Italiens, 1 millier de Français et quelques 150 Maltais. Connus pour leur habileté dans divers métiers, menuiserie, chaussures, horlogerie, les Italiens jouaient donc également un rôle important dans le domaine de la pêche. Et on peut, à ce propos, citer la famille Raffo, originaire de Gênes, qui monopolisait la pêche au thon ou la pêche du thon à Sidi Daoud au cours du XIXe siècle. En ce qui concerne les Maltais, ils font piètre figure en fait par rapport au reste des Européens de la presqu'île à cause de leur pauvreté et des activités illégales, notamment la contrebande auxquelles ils s'adonnaient, et je reviendrai tout à l'heure à cette question. Deuxième élément dans ce tableau des structures, c'est la confirmation en fait de la vocation agricole du Gabon. Certains géographes arabes, du Moyen-Âge, Bakri, Yaqoubi, Maqdis, etc., ont montré la vocation agricole du Gabon et la variété de sa production grâce à la fertilité de ses terres et au dynamisme de ses souks. En revanche, au XVIe siècle, Léon l'Africain a insisté sur le déclin de ce secteur économique à cause des troubles politiques, du duel hispano-ottoman et de l'insécurité. L'établissement d'une certaine stabilité politique et l'ouverture de la presqu'île à de nouveaux apports humains à partir du début du XVIIe siècle vont confirmer la vocation agricole de cette région. On ne dira jamais assez le rôle des immigrés andalous dans la réunification du monde rural et des villes, essentiellement dans le bled Zira. Les Andalous installés dans cette zone sont principalement des agriculteurs, notamment des cultivateurs maraîchers, des arboriculteurs qui ont développé notamment l'agriculture intensive en couvrant, d'après personnel, des champs de soliments, de vignes, de vergers, d'oliviers et en développant l'élevage essentiellement ovin et bovin, sans oublier l'introduction de nouveaux instruments comme les moulins à vent et les norias. Mais c'est la culture de l'olivier qui reste prédominante au Gabon à l'époque. Évaluée en 1881 à quelques 1 500 000 pieds, dont plus de 70% au bled de Zira, la forêt d'olivier s'étend aussi dans les autres régions. Autour de Soliman, ce sont les Tripolitains qui, installés dans la région dès le XVIIIe siècle, ont développé cette culture. C'est à une époque beaucoup plus tardive, au XIXe, que le maraîchage et la culture des agrumes se sont développés, surtout dans Bled Zira et Bled Chat. Enfin, n'oublions pas l'activité pastorale, très développée à Dakhla en particulier. Le cheptel se monte en 1881 à quelques 123 000 têtes, dont 41 000 de chèvres, 36 000 de moutons et 31 500 de bovins. Il faut dire que la vocation agricole du Gabon est quand même contrariée par l'abandon aux friches ou à l'exploitation extensive de larges superficies, et ceci à cause de la mainmise sur la terre de propriétaires exploitants indirects, absentéistes. Il s'agit en l'occurrence soit des grandes familles maraboutiques, soit du beylik, ou encore des riches hommes d'affaires tunisiens. C'est surtout la Dakhla et l'arrière-pays de Hammamet qui sont concernés. Au total, en 1881, quelques 30 000 pieds d'oliviers sont passés au beylik, alors que 70 000 hectares restent du domaine des Zaouïas, ce qui représente un peu moins du quart de la superficie totale. Cette situation s'avère être un facteur d'appauvrissement de la presqu'île, car elle provoque un surcroît de pression sur les zones d'agriculture intensive lorsque la conjoncture vire vers la dégradation. Et c'est le cas au XIXe siècle. Et là, j'en viens à mon deuxième point, rapidement. Le XIXe siècle, pour le Gabon, comme pour le reste du pays, c'est le temps des difficultés. Il y a d'abord la crise démographique, ensuite l'augmentation des impôts, la recrudescence de l'insécurité. En gros, le XVIIIe siècle était une période faste pour l'ensemble de la Régence de Tunis, puisque passé les années 1702-1705, pendant lesquelles la peste sévit dans certaines régions, notamment à Soliman, la Tunisie connaît l'accalmie pendant 4 décennies, au cours desquelles on n'enregistre qu'un cas de famine en 1734, et quelques disettes sans graves conséquences. Or, dès la fin du siècle, les calamités vont se succéder avec une rigueur jusque-là inconnue. La peste en 1784-85, au cours de laquelle, selon les contemporains, le 6e, voire le tiers de la population totale aurait été décimée, peste endémique en 1794-1800, famine en 1805, retour de la peste en 1818-1820, choléra en 1839, 49, 50 et 56. Malheureusement,
les recherches relatives à cette mauvaise conjoncture sont encore, faute de sources, très rares, ce qui ne permet pas d'en connaître tous les détails et toute l'ampleur. Pour ce qui est du Gabon, les observations des étrangers restent précieuses. Le voyageur allemand Ewald, par exemple, affirme en 1835 que les mauvaises conséquences de la peste sont encore perceptibles, il écrivait en 1835, sont encore perceptibles à Soliman, puisque d'après lui, près de la moitié des habitants a été décimés, alors que plusieurs survivants ont réussi à fuir la ville. Pour sa part, Pélissier écrit au milieu du siècle, la ville de Soliman, qui comptait autrefois plusieurs milliers d'habitants, n'en compte plus aujourd'hui que 1000 à 1200. Elle est dans un état complet de décadence et de délabrement. Il en est de même des autres centres qui sont Grombalia, ville de 500 âmes ou plus, Menzel, Mazbouzelf, village de 400 habitants, Turki, Nianou, village de même importance. D'après lui, il n'y a que Nabeul qui arrive à s'en tirer sans trop de dégâts. Alors il dit, Nabeul est naturellement riche. Il y règne encore assez d'aisance, les habitants sont fort industrieux, on y fabrique presque toute la poterie consommée dans les gens de Tunis, on en fait même des exportations pour l'Algérie et Tripoli. Les orangers, les roses et les jasmins abondent dans les jardins. On y trouve encore quelques maisons de plaisance, les champs y sont bien cultivés et fort productifs. En fait, ce bled Chott, auquel fait allusion donc Ewald et son chef-lieu Nabeul, est moins paisible qu'il n'y paraît. Parce que le climat social se dégrade à mesure qu'on progresse dans le siècle, et ceci à cause d'une multitude de facteurs, dont l'augmentation de la pression fiscale, la recrudescence de l'insécurité et le développement de la contrebande. Tout le monde sait que c'est d'abord l'institution en 1856 de la Majba, un impôt direct sur les habitants mâles de plus de 18 ans, puis son doublement quelques années plus tard, qui ont entraîné l'insurrection de 1864. Mais au Gabon, il y avait un autre motif de mécontentement, à savoir l'institution du Qanoun. C'est l'impôt sur les oliviers, dont les propriétaires d'oliviers, donc de la presqu'île, étaient jusque-là exemptés. Cependant, cette question n'apparaît pas dans les rapports administratifs, c'est-à-dire les rapports des caïds. À partir d'un corpus composé de 66 rapports envoyés entre 1861 et 1873 par les caïds Mahmoud Aziz et Mahmoud Bakouche à Sadaq Bey ou à ses ministres Moussa Khaznabar, Rustum et Khaireddin, j'ai personnellement fait une petite recherche et j'ai pu constater que d'autres problèmes ont été à l'époque agités. En effet, ces rapports rendent compte au début des années 1860 de la recrudescence de l'insécurité. Plusieurs actes de brigandage sont perpétrés sur les routes par des malfaiteurs. On trouve les dénommés Ma'toug al-Awini, Amour ben Talib, Salah al-Jabri, Ahmed ben Amour al-Marhoul et d'autres, avec pillage et à main armée, crimes crapuleux et viol de mineurs. On note aussi les méfaits des gens de guerre, entre autres les multiples vols de maisons à Nabeul commis par les soldats de la nouvelle armée, de la trempe donc de Amour ben Haj Naili, Mohamed ben Ali ben Younes, Mohamed ben Saïd al-Gharbi, etc. Ces faits divers montrent en fait que les institutions de police, c'est-à-dire les conseils de Zabtir, spécialisés dans le jugement des délits mineurs, et les institutions de justice, les conseils de jugement des crimes, Majalis Jinayat, institutions mises en place en application de la Constitution de 1861, souffraient encore de graves dysfonctionnements. Le GAID se plaint de la pléthore de conseils et du manque de personnel compétent. Et il demande d'ailleurs de ne garder des 12 conseils des Zabtir que ceux de Nabeul, Libya et Soliman. Par ailleurs, cela montre que l'armée, dont les troupes régulières ont été créées par Ahmed Bey, s'avérait être un facteur de trouble. Les difficultés de l'administration à instaurer la sécurité accroissent les périls, notamment le péril bédouin. Certains rapports concernent les attaques perpétrées par les Félifs et les Zlas installés en temps normal dans la région des Maouines, contre certaines localités comme Menzel Bouzelfa. Là, ils se livrent à un pillage systématique au vu et au su de tout le monde, avant de trouver refuge dans les ailes de Sidi Salah al-Mathlouthi. Les incursions des Ouled Saïd, dont le domaine s'étend dans la région de l'Amphida, ne sont pas en reste. Fréquentant les souks du Bled Chott, ils montrent le peu de cas qu'ils font de la réglementation en vigueur et cherchent toutes les occasions pour s'adonner au vol et aux rapines. En 1866, ils organisent une véritable razzia contre les Juifs de Nabeul. N'eût été la mobilisation de la population musulmane, la ville aurait été mise à feu et à sang. De l'autre bout de la presqu'île, le khalife de Libya, Mohamed Najjar, envoie à la même période à son supérieur, le Qaïd Mohamed Aziz, une lettre dans laquelle il lui fait part de la grande angoisse
que ressentent les habitants à cause des menaces de razzia donc proférées par les tribus Habcha, Zier, Gaptna, Yaoui. Le développement de la contrebande est un autre indice de l'incapacité de l'État à imposer le respect de la loi. Le phénomène ne concerne pas que le Gabon, bien sûr, à l'époque, mais à chaque région ses spécificités. Au Gabon, à la tête des produits qui nourrissent le trafic illégal, on trouve le tabac, puis la poudre à feu. Loin derrière viennent la fausse monnaie, les pots et cuir, les céréales, l'huile et le bétail. Paradoxalement, la contrebande du tabac devient un facteur de cohésion sociale face au pouvoir et surtout face aux fermiers du tabac, puisqu'elle met à contribution les paysans producteurs, à la fois du bled zira et bled shop, les contrebandiers maltais et les juifs, ainsi que les gens de guerre dont le rôle est de prendre en charge la sécurisation des chemins qui mènent aux zones d'embarquement des produits. Mais la contrebande est aussi un facteur supplémentaire d'insécurité et de conflits intercommunautaires, puisque les rapports des caïds rendent compte des batailles rangées que se livraient de temps en temps entre eux, juifs, français, maltais, musulmans, etc. Alors, en conclusion de cette présentation succincte, je voudrais dire qu'il apparaît que le Gabon n'a participé que de loin à la nouvelle donne. C'est ça la première hypothèse donc, de travail au début. La nouvelle donne, c'est-à-dire l'institution de la régence comme province ottomane. Économiquement, sa vocation rurale, qui était apparue dès le XIVe siècle comme le meilleur rempart face à la recrudescence de l'insécurité engendrée par la course et le duel hispano-ottoman, est confirmée. Ces grandes potentialités agricoles et artisanales sont ainsi mises à profit, mais au détriment de toute économie maritime, à part la pêche. Aussi, Pélissier pouvait-il remarquer, à raison, dans les années 1860, que Kélibia n'est qu'un port de cabotage. Et ce, malgré la qualité de son mouillage, et que Hammamet, je le cite, malgré qu'elle donne son nom au golfe, au fond duquel elle est abritée, n'a, pour ainsi dire, aucune fonction maritime. D'ailleurs, il n'y trouva aucune barque. Ce n'est que dans les années 1870 que la décision est prise d'aménager le port de Hammamet en vue de son utilisation pour l'exportation. Politiquement, il semble que le Gabon n'ait pris part ni à la guerre dynastique au XVIIIe siècle entre Husseini et Béchir, ni à l'insurrection de 1864. Le loyalisme et la neutralité semblent avoir été de mise pour les populations largement citadines et même aux communautés rurales et semi-nomades qui y habitaient. Socialement, il apparaît que cette région a pu tirer le meilleur parti de son éclectisme humain, mais les fléaux, évidemment, l'ont éprouvé et la déchéance de l'autorité publique l'a ouverte à tous les périls dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et je vous remercie.